Les romans pour adolescents se tournent souvent vers le roman fantastique ou d'aventure pour stimuler l'intérêt des lecteurs masculins. Je pense ici à des cycles comme Amos d'Aragon, Harry Potter ou encore Léonis, pour ceux qui ont environ mon âge. Au contraire, les romans socio-réalistes, eux, semblent susciter davantage l'attention des filles. Toutefois, c'est un genre qui intègre plus difficilement des scénarios initiatiques, c'est-à-dire des intrigues centrées autour d'une mort symbolique qui permettent au protagoniste d'abandonner son état initial et de renaître autre. Le contexte de ces romans impose certaines limites quant à la représentation des différentes étapes de l'initiation, que j'ai divisées en trois. Ce qui est le cas selon plusieurs auteurs, ce qui diffère un petit peu de votre présentation de ce matin. Donc, ces trois étapes sont la préparation, la mort symbolique et la renaissance. Le personnage doit traverser avec succès ces trois étapes pour réussir l'initiation dont l'objectif est de se transformer ou, comme je l'ai mentionné, de devenir autre. Pourtant, malgré les contraintes liées à sa représentation, il me semble que la quête initiatique occupe une place centrale dans la formation du protagoniste adolescent. La chercheuse Simone Vierne, qui a beaucoup étudié l'initiation dans les romans de Jules Verne, explique que la transmission du savoir est fondamentale dans le processus d'initiation, car c'est l'enseignement reçu qui permet au novice de s'intégrer dans sa nouvelle communauté, dans le monde des initiés. Il est évident que la transition entre l'enfance et l'âge adulte nécessite l'acquisition d'une certaine somme de connaissances par l'adolescent. Cela dit, dans les travaux de Vierne et de Mircea Eliade, le savoir qu'acquiert le nouvel initié au terme d'une quête réussie est plutôt de nature spirituelle, c'est-à-dire qu'il s'agit de codes sociaux ou encore de secrets religieux plutôt que d'acquis techniques. L'initiation cherche à provoquer, dans un premier temps, un changement intrinsèque qui va modifier la nature profonde de l'individu et, dans un second temps, un changement ontologique du statut social. Le novice, au terme de sa quête, est perçu différemment par sa communauté. Le savoir secret acquis au cours de l'initiation est donc essentiel pour permettre à l'adolescent de passer dans le monde des adultes. Sans ces codes, le jeune protagoniste demeure infantilisé et incapable de se faire reconnaître comme un adulte. Nous ne pouvons donc pas postuler que le protagoniste adolescent peut apprendre ces codes par lui-même, puisque le parcours initiatique requiert d'intégrer des expériences bien précises. Dans le cadre de cette communication, j'ai comparé les quêtes initiatiques des protagonistes adolescentes de deux romans de type plutôt réaliste, donc Les grands sapins ne meurent pas de Dominique Demers et Cœur de lionne de Guy-Armel Bayenac. Je m'intéresserai d'abord à la façon dont ces personnages sont encadrés par d'autres personnages guides. Je chercherai ensuite à voir si les protagonistes arrivent ou non à se transformer grâce à l'enseignement de ces figures de maîtres-là. De plus, comme ces deux romans sont publiés à plus de 20 ans d'intervalle, je tenterai de voir comment le modèle initiatique de transmission du savoir se transforme entre les deux œuvres. Comme l'initiation vise à préparer les adolescents et adolescentes à remplir leurs fonctions d'adultes, une distinction genrée s'établissait autrefois dans les rituels initiatiques qui entouraient ce vieillissement-là. C'est-à-dire qu'on préparait la fille à devenir une femme, une épouse, une mère. Dans ses recherches, Mircea Eliade observe notamment que les initiations féminines sont souvent liées au corps et découlent presque toujours de la puberté. En 1973, dans son ouvrage Rite-roman Initiation, Simone Vierne pose une distinction entre les initiations masculines et les initiations féminines. Cependant, ses conclusions s'inspirent de recherches anthropologiques menées sur des sociétés traditionnelles. De plus, les initiations féminines recensées sont un peu nombreuses et celles qui ont été étudiées sont très peu documentées car elles sont souvent interdites d'accès aux étrangers et aux hommes. Et certains chercheurs qui se sont impliqués dans ces communautés-là étaient des hommes, donc n'avaient nécessairement pas accès à l'initiation féminine. Il serait donc logique de constater dans les œuvres contemporaines que je vais aborder aujourd'hui une évolution de ces initiations genrées, soit un modèle initiatique qui pourrait être commun aux protagonistes masculins et féminins. Cela dit, c'est plutôt au savoir dissimulé que je vais m'intéresser dans le cadre de cette communication. J'entends par là que certaines connaissances ne peuvent être acquises que grâce à la guidance d'une tierce personne. Dans un scénario initiatique, il peut s'agir d'un maître initiatique, donc un adjuvant qui a déjà vécu l'initiation,
On peut penser ici à un personnage comme Obi-Wan Kenobi dans Star Wars. Il pourrait aussi s'agir d'un père ou d'une mère initiatique, lesquels sont situés un petit peu plus haut en termes de niveau, et ils ont le pouvoir de superviser ou diriger l'initiation. Donc, leur statut est plus élevé que celui des maîtres. Ce serait par exemple le cas de Gandalf dans The Lord of the Rings. Donc, Les Grands Sapins ne meurent pas est le second opus de la série Marie-Tempête, écrite par Dominique Demers. Le cycle raconte l'histoire de Marie-Lune du Moulin-Marchand, une adolescente âgée de 14 ans au début du cycle. Elle est âgée de 15 ans dans le deuxième tome dont je vais vous parler. Et elle vit ses premiers émois amoureux pour un garçon de son école qui s'appelle Antoine. Au cours de ses aventures, la jeune fille devra affronter le décès de sa mère. Elle va aussi tomber accidentellement enceinte de son amoureux et va devoir faire face à des choix assez déchirants quant à l'avenir de l'enfant qu'elle porte. Le second tome, Les Grands Sapins ne meurent pas, se concentre sur la grossesse de Marie-Lune pour l'amener jusqu'à son accouchement. Donc, Simone Verne, dont je vais m'inspirer essentiellement des théories de Verne, qui elle-même a fait une synthèse des recherches de plusieurs anthropologues à propos de l'initiation. Donc, elle va diviser la préparation préalable en phases, soit la purification, la préparation de l'initiatique et l'isolement. Donc, tous ces rites-là font partie de la phase préparatoire qui va amener le novice à la mort initiatique. Dans ces rites-là, donc la purification, la préparation du lieu de l'initiation et l'isolement, il y a seulement que l'isolement qui est absolument essentiel, selon elle, à une initiation pour être réussie. Dans Les Grands Sapins ne meurent pas, la préparation va prendre une forme très didactique. Dans ce modèle, tout l'entourage de la protagoniste tente essentiellement de la convaincre d'adopter son point de vue. Les opinions et les exemples donnés à Marie-Lune vont lui permettre de se familiariser avec sa condition de femme enceinte. Ici, c'est l'accouchement qui va constituer la mort symbolique dans le roman, donc la mort initiatique. C'est le cœur de l'initiation, en fait. La préparation va donc s'étendre sur toute la durée de la grossesse. D'emblée, on peut noter que la grossesse semble très peu guidée. En effet, toute cette préparation repose sur des indices dissimulés plutôt que sur un modèle clair qu'il faudrait suivre. Toutefois, cette préparation-là, même si elle est floue, semble mener vers une forme de séparation, donc le rituel essentiel, qui amorcerait l'initiation. Parce qu'en fait, Marie-Lune va s'opposer la plupart du temps aux options que lui conseille son entourage. Dans un premier temps, il est possible de soutenir que Marie-Lune refuse le changement et, de ce fait, l'initiation. Elle refuse de voir les indices de sa grossesse. Elle n'a pas envie d'accéder au monde des adultes dont la maternité lui ouvrirait assurément les portes. La protagoniste refuse de cette façon, à ce qui me semble, un modèle d'initiation genrée. Dans le premier tome, la jeune fille s'efforce pourtant de faire comprendre à tout le monde qu'elle est mature et que tous doivent la considérer comme telle. Par contre, la possibilité d'être enceinte la heurte durement et bouscule la façon dont elle se perçoit. Marie-Lune se complaît finalement dans sa condition d'adolescente. Elle ne se voit pas avoir un enfant et encore moins s'en occuper. Quand elle explique à son chum Antoine qu'elle aimerait se faire avorter, il se fâche et Marie-Lune comprend qu'il tient à l'enfant. La protagoniste est alors démunie devant la situation car elle-même n'est encore qu'une enfant. Cela transparaît lorsqu'elle déclare, et je cite, « J'aurais voulu être brave et forte, mais je ne me sens pas comme une mère. Je veux une mère. Je voudrais que Fernande, donc sa mère, vienne me cueillir et me berce lentement. » Ce passage me semble bien montrer le désir de Marie-Lune d'être encadrée et guidée dans sa quête. Devant un encadrement minimal, elle a du mal à se détacher de l'enfance, et cela est logique puisqu'elle n'a aucun modèle sur les traces duquel marcher pour entrer dans l'âge adulte. Marie-Lune doit prendre une décision déchirante et choisir entre son avenir et son amoureux. Ici, la maternité se présente comme un choix qui est douloureux, donc pas seulement l'accouchement ou le fait d'être mère, mais l'idée de choisir cette option est extrêmement difficile. Même si Marie-Lune n'a pas envie de devenir mère, elle va quand même finir par se reconnaître dans certaines figures maternelles qu'elle croise, même de façon très brève. Donc, l'image d'une femme aperçue dans un centre d'achat avec un bébé la hante particulièrement. Et je cite, « Sa mère semblait assez jeune, 20 ans peut-être. Elle avait sûrement déjà été jolie, mais ses cheveux bruns défaits pendouillaient tristement sur ses épaules,
et son teint cireux trahissait sa fatigue. Nos regards se sont croisés, ses yeux hurlaient sa détresse. Donc ici, Marie-Lune est épouvantée par l'image de ce qu'elle-même pourrait devenir dans quelques années. Comme elle n'a pas de modèle qui soit féminin, soit maternel, elle ne peut que s'inspirer des mères qui croisent son chemin puisqu'elle est enceinte, donc elle est dans cette situation-là, elle se cherche des modèles qui lui ressemblent. Toutes ces craintes vont être intensifiées par les représentations qu'elle se construit de cette façon-là. L'adolescente est isolée par l'image qu'elle a de la maternité. Elle semble être la seule qui perçoive réellement le danger d'un avenir de mère. Même sa meilleure amie, qui a le même âge qu'elle, ne comprend pas la gravité de la situation. La protagoniste explique, et je cite, elle explique que pour Sylvie, tout est simple. Le chum de Marie-Lune est beau comme un prince, il l'adore, il a déjà un emploi et il meurt d'envie d'être le père de son bébé. Qu'est-ce qu'une fille peut demander de plus? J'aimerais préciser que ça a été publié dans les années 90. Marie-Lune semble donc être la seule femme de son environnement à ne pas désirer avoir son bébé, même si son opinion à ce sujet-là varie parfois. De façon un peu surprenante, la première personne qui suggère à Marie-Lune d'interrompre sa grossesse est un homme, le docteur Larivière, donc c'est le même docteur qui va lui confirmer qu'elle est enceinte. L'adolescente se sent constamment jugée à propos de ses choix, et cela l'amène à se détacher de la communauté qui l'a vue grandir. Elle entame ainsi un processus de séparation. Cette séparation se concrétise un petit peu plus tard, lorsque Marie-Lune demande à son amie Sylvie, donc la même qui se demande qu'est-ce qu'elle peut avoir de plus, de la conduire immédiatement dans une clinique d'avortement à Montréal. En écoutant le médecin qui la reçoit, l'adolescente comprend clairement qu'elle ne s'inscrit pas dans les différents schémas proposés. Et je cite, « Le docteur Marion parlait, mais je ne l'entendais presque plus. Le tonnerre grondait tout autour, des poignées de mots perçaient le tumulte de temps en temps, mais on aurait dit que le médecin parlait à une autre. J'étais spectatrice, tout cela se passait dans un film. Plus rien ne bougeait sur l'écran. La fille semblait perdue. » Donc ici, Marie-Lune se détache de son propre corps. Elle délaisse la première personne du singulier pour parler d'elle à la troisième personne se désigner comme une autre. Elle progresse vers la mort initiatique en se détachant de sa communauté, mais aussi d'elle-même. L'isolement amorce la mort initiatique à proprement parler. La transformation de Marie-Lune, après son accouchement, qui est très douloureux, va être intériorisée. C'est-à-dire que sa transformation n'est pas perceptible de tous et n'influence pas son statut social comme le postule Mircea Eliade. La difficulté qu'éprouve Marie-Lune à se détacher de l'état initial m'amène à souligner que sa quête initiatique se passe de maître ou de mère initiatique. L'absence de la figure maternelle n'est pas non plus à négliger. La mère qui est décédée trop vite, donc d'une maladie fulgurante, n'a pas pu achever la formation de sa fille. Cela pourrait expliquer les difficultés auxquelles est confrontée Marie-Lune. L'absence d'encadrement dans le roman laisse des traces indélébiles chez le personnage. Dans le troisième et dernier tome du cycle, Marie-Lune est incapable d'oublier son enfant. Même si ce roman-là se passe quelques années après l'accouchement, donc elle a donné son enfant en adoption, le lecteur ne constate aucun changement chez le personnage. Marie-Lune n'arrive donc pas à renaître après avoir donné la vie. Elle demeure ainsi prisonnière dans l'univers de la mort initiatique, l'enseignement qu'elle a reçu n'ayant pas réussi à la préparer à devenir adulte. De son côté, Cœur de lionne, le premier roman de Guy Armel Bayenac, je m'excuse pour la prononciation, publié en 2011, se déroule au Cameroun. Donc déjà, on n'est plus dans le même univers. On suit le parcours d'Evina, qui commence son année dans un nouveau lycée. En effet, sa mère, victime de violences conjugales, a quitté son père pour émigrer au Canada, laissant sa fille derrière elle puisqu'elle ne pouvait l'emmener. L'adolescente doit donc emménager avec son père, un homme particulièrement autoritaire et violent, on le comprendra, qui est également chef de la police locale. Elle fait ensuite la connaissance de Mustapha, un lycéen un petit peu plus âgé. Une attirance mutuelle grandira entre les deux protagonistes pendant l'année scolaire. Alors qu'Evina finit par débuter une relation avec Mustapha, celui-ci doit le quitter pour rentrer dans sa famille à la fin de l'année scolaire. Donc, il habite dans une ville plus loin.
Peu après le départ de Mustapha, Evina découvre qu'elle est enceinte et la colère et la violence de son père, lorsqu'il apprend cette nouvelle-là, obligent l'adolescente à se réfugier chez ses grands-parents. Toujours sans nouvelles de Mustapha à cause d'un malentendu, c'est là-bas qu'Evina, donc chez ses grands-parents, donnera naissance à son fils et va démarrer sa propre entreprise. Mustapha, lui, pendant ce temps-là, étudie le commerce à Londres et ne se doute de rien. Tout d'abord, le personnage d'Evina est un petit peu plus âgé que celui de Marie-Lune. Elle a 19 ans. Donc, rappelons que le personnage de Dominique Demers avait 15 ans. Cependant, Evina n'est pas du tout considérée comme une adulte. Tout comme chez Demers, les étapes de la préparation initiatique ne vont pas prendre une forme de rituel. Le cérémonial est absent de l'étape de la préparation. Comme dans Les grands sapins ne meurent pas, les protagonistes adolescents sont très, très réalistes. Pardon. L'auteur ne cherche pas à dissimuler la réalité ou à l'enjoliver pour son lecteur. Au contraire, il désire que son lectorat soit capable de se reconnaître dans ses écrits et de s'identifier à ses personnages. Bayoniak affirme que le réalisme de son écriture est motivé par le regard occidental erroné dont l'Afrique fait l'objet dans la culture. Malgré la distance spatiale et temporelle qui va séparer les deux romans, certains éléments créent des ponts entre les deux œuvres. Tout comme Marie-Lune, Evina vivra une grossesse non désirée. De plus, sa mère est également absente de sa vie. Par contre, Evina fait rapidement la connaissance d'Eteki, une fille populaire de son âge qui la prend sous son aile. Eteki affirme textuellement vouloir initier Evina, et elle l'aidera à se repérer dans son nouvel environnement, en plus de l'éduquer à propos des codes sociaux qui vont régir la vie des lycéennes. Eteki jouerait donc un rôle de maître initiatique pour Evina, c'est-à-dire qu'elle est déjà initiée. Elle peut donc faire profiter son amie de son savoir. C'est ainsi que le lecteur va apprendre en même temps qu'Evina l'existence du système des commanditaires. Eteki révèle, et je cite, que la plupart des filles du lycée entretenaient une relation avec au moins un des hauts fonctionnaires de la ville, parfois collègues ou amis de leurs parents, qu'elles appelaient les commanditaires. Les commanditaires échangeaient leurs contributions contre des relations sexuelles avec les lycéennes. Pour certaines, il s'agit d'un revenu supplémentaire dont bénéficie leur famille, et pour d'autres, il s'agit de la seule source de revenus de la famille. Les révélations d'Eteki sont choquantes pour Evina, mais elles lui font prendre conscience du monde difficile dans lequel elle vit. L'univers d'Evina semble donc mieux la préparer à vivre la maternité que ce n'était le cas pour Marie-Lune. En effet, la sexualité fait partie de la vie des lycéens sans que cela ne soit tabou ou caché. Alors que Marie-Lune tombe des nues en apprenant sa grossesse, l'idée même d'être enceinte fait déjà partie du schéma de pensée d'Evina et d'Eteki. Quand Evina lance à la blague qu'Eteki pourrait être enceinte, la réponse de cette dernière ne se fait pas attendre. Et je cite, « Enceinte, moi, Eteki, jamais. Je suis toujours doublement protégée, pilule plus condom. À l'occasion, triplement quand le mec est un peu chelou. Je fais appel au spermicide, donc faut pas rêver. » La réaction d'Eteki montre bien sa conscience et sa responsabilité face à ses activités sexuelles. La jeune fille sait ce qu'elle fait et elle prend les moyens nécessaires pour rester en santé et éviter les effets indésirables. Les jeunes filles mises en scène dans Cœur de Lionne ont une vision du monde très lucide. Malgré l'apprentissage dont la fait bénéficier Eteki, Evina, donc la protagoniste, se refuse à utiliser ses atouts pour parvenir à ses fins. Elle cherche à rester un peu dans l'innocence. Eteki se moque d'elle en la traitant de « Sainte Vierge hypocrite ». L'insulte laisse sous-entendre qu'Evina n'est pas au même niveau que son amie. La fille du commissaire n'est pas meilleure que les autres parce qu'elle est vierge. Ce n'est pas la sexualité qui est une frontière déterminante pour marquer le passage de l'enfance à l'âge adulte ici. Ça serait plutôt la pleine maîtrise de son corps, de sa sexualité et de ses capacités qui semblerait un repère qui conviendrait mieux à l'univers de ce roman. En effet, dans Cœur de Lionne, la mort initiatique n'a pas lieu lors de l'accouchement. Ça se passera un peu avant, donc Evina sera sauvagement battue par son père dans un passage qui est vraiment assez violent lorsque celui-ci va apprendre sa grossesse.
Lors de ce passage-là, elle n'a aucun contrôle ni sur les événements, ni sur son corps. Donc, elle est en fait complètement à la merci de la violence et de la sauvagerie, littéralement, dont son père fait preuve à ce moment-là. La maîtrise de soi, justement, donc qu'elle a pu intégrer auparavant en voyant Eteki agir et en apprenant d'elle, ressort à la suite de cet événement-là où elle a perdu tout contrôle. En effet, l'initiation va laisser place à une femme très maîtresse d'elle-même, calme, voire même froide parfois. Les enseignements d'Eteki ont su porter leurs fruits à leur façon. Evina sait se servir de ses qualités pour réussir tout ce qu'elle entreprend. Elle va démarrer une entreprise et élève son fils toute seule. Evina est désormais considérée par tous comme une mère et une femme d'affaires. Ses capacités à prendre soin de son fils et à gérer son restaurant font d'elle une adulte. Elle est reconnue ainsi par tous. Par exemple, on va noter que ses employés l'appellent respectueusement Madame, alors qu'on l'a toujours appelée par son prénom dans tout le roman. Et à ce moment-là, elle est extrêmement jeune, mais on reconnaît tout de même sa capacité et son statut en tant que responsable, que patronne. L'appellation va montrer, selon moi, le respect que lui témoignent désormais ses pairs. On note aussi que le langage change un peu. Donc, dans le début du roman, on utilise beaucoup les textos et le langage qui est associé, alors qu'on passe maintenant à des échanges de courriels où le langage est très soutenu. Donc, elle-même, on voit un changement dans la façon dont elle-même agit et on le note dans la relation qu'elle a aux autres personnages. Ainsi, il semble que la présence de personnages dont la fonction est de guider ou de superviser l'initiation soit essentielle à la réussite de la quête initiatique. Il faut également noter que le discours sur la maternité semble évoluer. Alors que les deux jeunes filles vivent une grossesse, l'accouchement ne constitue pas une mort initiatique dans le cas d'Evina. C'est plutôt la capacité de celle-ci à s'occuper de son fils et à dépasser le moment douloureux de l'accouchement qui est valorisé dans le récit. Donc, effectivement, elle parle de son accouchement, elle en fait mention là, pendant 2 phrases, disant comme « Ah oui, ça a été difficile, mais... » Et elle passe à autre chose. Donc, ça n'a pas marqué de façon indélébile sa vie. On peut donc postuler que Marie-Lune, qui a donné son enfant en adoption, va éliminer ainsi l'une de ses possibilités d'évoluer et de devenir autre grâce à la vie avec son enfant, donc de prouver qu'elle est capable de dépasser l'accouchement, de donner une force un peu positive à cette idée-là de maternité. C'est également intéressant, et je vais conclure là-dessus, de constater que la lucidité et la conscience qu'a le personnage d'Evina du monde qui l'entoure va contribuer à la préparer à sortir de l'adolescence. Marie-Lune, elle, vit dans un milieu très isolé, donc elle vit près d'un lac, et tout comme l'espace qu'elle habite, elle aime bien s'isoler un peu dans sa tête. Donc c'est un personnage parfois introverti. Ce faisant, par contre, elle va se couper du monde, mais sans avoir intégré les enseignements que celui-ci aurait à lui apporter. Je pense qu'une piste de réflexion pourrait être que l'espace urbain dans lequel se déroule Cœur de Lionne semble offrir des possibilités d'isolement assez restreintes. Donc, c'est possible que cet aspect-là du roman ait finalement forcé le personnage d'Evina à prendre conscience de la réalité parfois difficile qui l'entourait, de façon à ce que cette intégration-là du réel puisse la forcer à se transformer adéquatement pour y survivre, alors que la protagoniste de Les Grands Sapins ne meurt pas était, elle, complètement peut-être déconnectée de certains aspects de la réalité, comme le fait qu'elle pouvait devenir enceinte. Voilà, ça complète ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup.